Après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, le grand forum, votre émission de référence tous les jours 16h-18h. Voici le programme pour ce mercredi. Soyez les bienvenus, nous sommes le 6 juillet. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'ailleurs. Au programme tout à l'heure, le quiz, bien sûr, avec Audrey Pronosti. Et peut-être un auditeur d'ailleurs qui viendra affronter Audrey Pronosti. Le zapping bien sûr avec les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater ou pas. À la radio comme à la télé. Avec d'ailleurs dans ce zapping, on verra que la cour de récréation est encore de la partie du côté du Conseil de Paris entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Nous allons parler de cette polémique qui fait rage aujourd'hui dans les médias et qui fait débat bien sûr à la suite de cette annonce du Quai d'Orsay en catimini hier concernant le rapatriement de 50 enfants et de 15 femmes de Syrie. Voilà qui pose question, est-ce que vous y êtes ou pas favorable à rapatrier? On va effectuer, comme le fait souvent d'ailleurs la France, du cas par cas pour établir le sort de ces femmes et de ces enfants. L'insécurité au cœur aussi de cette émission pour parler de cette agression sauvage d'un chauffeur de bus du côté de Épinay-sur-Seine à la suite d'un accident qui a failli avoir lieu. Le chauffeur à l'arrêt d'après s'est fait littéralement massacrer par 7 jeunes qui se sont ensuite enfuis. Il a perdu un œil, chauffeur de bus. On en reparlera avec Ahmed Berral qui est syndicaliste CGT à la RATP. Il nous dit que les incivilités et les agressions concernant les machinistes sont monnaie courante. Est-ce qu'on peut parler d'insécurité quand on parle de banlieue aujourd'hui? Et puis on va commencer évidemment cette émission par le Covid. Une fois et encore, 200 000 cas en 24 heures. C'est le chiffre record que nous avons eu hier, à en croire le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé. Faut-il maintenant tout de suite prendre de nouvelles restrictions ou alors finalement le laisser courir, se propager? Quel est un peu votre avis sur le sujet? On en parle avec vous au 01 40 33 9000, le numéro de téléphone de France Maghreb 2. Évidemment, bienvenue à tous. Le grand forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le grand forum. Avec moi et aujourd'hui, Audrey Pronosti, journaliste. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, tout va bien, il fait beau et je suis venue faire un petit coucou avant mon départ à Istanbul. Donc je ne pouvais pas partir comme ça. Elle vient nous narguer. Hein. Bah bien sûr. Voilà, évidemment. Bien sûr. Voilà. Et Istanbul, on en a parlé hier avec Salia Hadj-Djilani que j'embrasse et que je remercie encore d'être venue hier. On a fait une superbe émission avec Salia hier. On a parlé d'Istanbul, une ville évidemment à visiter. Ouais. Alors, on va tout de suite rentrer dans le terrain d'action. Madame Borne s'est exprimée, la Première ministre, à l'occasion de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. T'as regardé un petit peu, Audrey? Alors, j'ai checké un petit peu parce que bon, c'était pendant mon arrivée. Donc, effectivement, elle s'est prononcée, de ce que j'ai entendu, elle s'est prononcée de façon assez soutenue, en tout cas sur la politique de transition écologique. Donc, elle a bien insisté sur le fait qu'il faut réapprendre à utiliser les énergies, à apprendre aussi à avoir un autre rythme de vie par rapport à ce qui se passe en Russie. Et puis aussi, je crois que j'ai entendu parler de la politique de la prise en charge de la petite enfance. Donc, et bien évidemment, elle a parlé d'autres choses. Mais comme c'était là, elle a commencé à s'exprimer à partir de 15h à l'Assemblée nationale. Et on rappelle que le groupe des Insoumis ont déposé une motion de censure juste avant le discours et qu'il n'y aura pas de vote de confiance, comme c'est la tradition. Mais rappelons que ce n'est pas obligatoire et que Mme Borne a choisi de ne pas soumettre son discours à la confiance du Parlement. Est-ce que les parlementaires se sont bien tenus ou ce fut un petit peu houleux et un petit peu catastrophique? Moi, j'ai trouvé qu'ils l'ont quand même chahuté. Bon, moi, personnellement, je m'y attendais un petit peu. C'était un petit peu à prévoir. Après, on peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas avoir les idées qu'elle prône, mais elle a au moins le mérite. Moi, je trouve qu'elle a eu le courage de maintenir son discours avec force et dignité. Donc, à voir.
À voir. Eh bien, à voir, effectivement. Et tout de suite, on va parler de notre premier sujet. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Avec notre premier sujet et ce retour du Covid-19. Ça y est, on y est en plein dedans. Avec 200 000 cas enregistrés en 24 heures. Et c'est vrai que quand on regarde un peu son entourage, on connaît tous des gens qui ont attrapé le Covid, à qui d'ailleurs on souhaite un propre rétablissement. Bon, alors on va dire que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien et que c'est une grippe un peu sévère pour certains. Il s'agit évidemment de protéger en premier lieu les personnes fragiles, les personnes âgées. Et on a l'impression quand même que ce Covid inquiète davantage, non pas par le fait de l'attraper, mais surtout par un système de santé qui est catastrophique, avec, on le rappelle, des urgences, des services d'urgence qui sont obligés de fermer par manque de personnel. Beaucoup d'ailleurs demandent la réintégration de ces 15 000 soignants qui ont été écartés parce qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner. Bien sûr. Ces 15 000, c'est énorme. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est la défaillance finalement de cet hôpital aujourd'hui que nous payons face à cette nouvelle épidémie. Du coup, est-ce que pour éviter justement des entrées massives dans les services de réanimation, pour les personnes fragiles, rappelons-le, est-ce qu'il faut prendre, et là la question elle est toute posée, et on y répond ensemble, on en débat ensemble au 01 40 33 9000. Audrey, Oui. faut-il ou pas prendre de nouvelles restrictions maintenant, tout de suite, avant qu'il soit trop tard? Alors déjà, pour commencer, il faut quand même rappeler que ce sous-variant, les sous-variants BA4 et BA5 sont moins invasifs que ceux les précédents. Maintenant, justement, alors il y a deux raisons qui font que la majorité des Français ne le prennent pas réellement au sérieux. C'est déjà, on est quand même dans un contexte estival, tu l'as rappelé, beaucoup veulent partir en vacances, beaucoup ne veulent pas se faire tester, tout simplement parce que on peut très bien être asymptomatique et puis devoir rester, je parle pour ceux qui partent, qui doivent partir à l'étranger, sachant qu'il y a beaucoup de restrictions sont enlevées. Je prends l'exemple d'ailleurs de la Turquie, il n'y a plus besoin de présenter un quelconque justificatif pour pouvoir sortir et aller, en tout cas en Turquie, mais je pense que ça doit être le cas pour d'autres pays. Y compris pour les non-vaccinés? Non. Non. C'est là où je voulais venir, justement. J'ai regardé. Alors moi, effectivement, je suis vaccinée, mais moi, c'était à contre-cœur parce que c'était à l'époque où c'était obligatoire, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Maintenant, en ce qui concerne, donc là, c'est la deuxième raison. Beaucoup considèrent que comme c'est pas aussi invasif que les précédents, en fait, ils se disent voilà, ça va passer. Et puis effectivement, il y a moins de cas où ça implique une hospitalisation. Et donc, en l'occurrence, beaucoup se disent je vais pas forcément mettre le masque. Maintenant. Les scientifiques se sont quand même clairement exprimés. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est peut-être pas aussi alarmant que les vagues précédentes. On est à la 7e vague. Il n'empêche que si on ne prend pas nos responsabilités de façon individuelle, avec ce qui s'appelle du bon sens, parce que le masque, en fait, c'est vrai que ça a été associé à une image assez négative par rapport à la communication antérieure. Et en fait, on a du mal à se rendre compte que c'est pour se protéger nous-mêmes et les autres. Et là, effectivement, si on ne se protège pas, les scientifiques sont très clairs. D'ici mi-juillet, fin juillet, là, on risque vraiment d'être dans une situation très problématique. Faut-il prendre de nouvelles mesures, de nouvelles restrictions? Par exemple, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, le nouveau porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il était peut-être probable de remettre par exemple le pass vaccinal au passage des frontières. Ça fait partie aussi des choses qui sont étudiées. Le retour du masque dans les transports. D'ailleurs, Estrosi a annoncé que dès lundi sur Nice et sa banlieue. Et Lille aussi. Alors, peut-être Lille, mais Nice, c'est sûr, ça va être obligatoire à partir de lundi. Le ministre de la Santé a fortement conseillé le port du masque.
moi, je sens que ça va devenir une obligation. De toute façon, il faut s'y préparer. Parce que si les gens ne veulent pas le faire, effectivement, c'est pas agréable. Moi, la première, j'ai pas spécialement envie de porter le masque. Mais après, Il y a quand même quelques interrogations, pardon, mais on en parle avec vous au 01 40 33 9000. Je vais prendre l'exemple que je connais là. Je connais quelqu'un qui part à Malte ce week-end. Pour les vaccinés, pas besoin effectivement de test PCR. Par contre, pour les non vaccinés, il leur faut un test PCR. Alors moi, je me dis effectivement que finalement les vaccinés sont peut-être plus dangereux dans le sens où, et j'en explique, quelqu'un qui n'est pas vacciné ou qui n'a pas les doses complètes doit fournir un test PCR, donc forcément test PCR négatif, qui plus est, donc il arrive sur le territoire du pays de Malte par exemple, en n'ayant pas le Covid puisqu'il a eu le test PCR. Par contre, la personne vaccinée qui elle n'a pas besoin de test PCR peut arriver sur le territoire en ayant le Covid et en le filant, parce que le vaccin, rappelons-le, n'empêche pas d'attraper et n'empêche pas la transmission de ce virus. Du coup, il y a quelques incohérences quand même qui sont à noter. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où effectivement, le vaccin n'empêche pas de l'avoir. En plus, là, avec le dérèglement climatique, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, on ne sait pas si on a attrapé vraiment, comme on dit de façon un peu vulgaire, j'ai attrapé la crève. Moi, je sais qu'il y a quelques jours, je grelottais, je ne savais pas. Alors effectivement, on me dit, t'as peut-être attrapé le Covid. Je dis, faut arrêter de focaliser sur le Covid. Il n'empêche qu'on est quand même dans une 7e vague, faut pas l'ignorer. Donc moi je pense que on a chacun une responsabilité individuelle, ça relève du bon sens et à un moment donné, lorsqu'on est dans un espace où il y a beaucoup de personnes, encore plus comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, des personnes vulnérables, à un moment donné, je veux dire un masque, oui, il faut en fait faut dédiaboliser ce masque, en fait, je pense. Oui, alors très peu de gens le portent dans les transports, pour être très honnête, le masque. Aujourd'hui, vous avez quelques irréductibles, effectivement, qui, peut-être par peur ou pour se protéger ou pour protéger les leurs, décident de le garder, notamment dans des moments d'influence dans les transports. Aujourd'hui, par exemple, c'est les grèves sur les RER. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, forcément. Ça relève du bon sens. Alors il y a aussi des gens qui, comme moi, je dois le dire et je l'avoue, qui suis vraiment indiscipliné et qui ne supportent pas le masque et qui ne le met pas et voilà. Bon, alors je vais pas me porter l'œil, mais ça fait 2 ans et demi qu'on a cette épidémie. Pour l'instant, elle m'a épargné, et tant mieux. Mais pour autant, j'essaie de faire attention. C'était de pas rester en face de quelqu'un qui tousse beaucoup. Enfin voilà. Pour tout te dire, Christophe, moi je suis un petit peu dans le même cas que toi, mais en fait je me soucie plus de mes proches vulnérables en fin de compte, ou de mes élèves quand on était dans une situation compliquée. Moi j'avais mes collègues, là dernièrement mes collègues ils sont tous tombés comme des mouches, donc forcément j'étais obligée de me tester. J'étais obligée, pourquoi ? Parce que j'avais la responsabilité quand même, j'avais 25 élèves en face de moi, j'avais ma collègue et ça va très très vite. Voilà, donc en fait c'est surtout ça en fait. On se rend pas compte, on a nous-mêmes, mais on a aussi, on est en collectivité et à partir du moment où cette épidémie elle circule très très vite, et c'est ce que disaient en fait, je le répète, c'est ce que disaient les scientifiques en fait, c'est que à un moment donné, là pour l'instant c'est gérable, mais en fonction des prévisions, et je pense que quand on voit qu'il y a eu déjà 200 000 cas en 24 heures, sans pour autant s'alarmer, voilà, il faut quand même tenir compte que c'est une réalité et qu'à partir de là, dès lors qu'on a des gens autour de nous qui sont vulnérables ou qui l'ont eu et qui sont tombés dans des cas de réanimation, voilà. Et puis surtout, comme tu l'as très bien dit, à partir du moment où on a un manque de personnel et qu'ils sont obligés de... moi, tout à l'heure, j'écoutais le chef de service de l'hôpital de Garches, qui disait, de Garches dans les Hauts-de-Seine, qui disait qu'ils ont été obligés de fermer un tiers de leurs lits pour cause justement de manque de personnel. Donc clairement, si dans 3 semaines, 1 mois, la vague est beaucoup plus conséquente, voilà, so what ?
Alors comment vous situez? Est-ce que vous êtes de ceux qui a souhaité le retour des restrictions sanitaires pour essayer d'épargner un maximum de gens, ou est-ce que vous êtes plus à vous dire on va laisser se propager le virus, l'immunité collective, et puis peut-être aussi une occasion de s'en débarrasser, sachant que le pic risque d'être atteint fin juillet, nous dit-on. Enfin, c'est quand même des chiffres qui sont parlants et qui sont destinés à faire peur, mais qui ne sont pas non plus terribles. Je veux dire, 200 000 personnes qui attrapent le Covid-19. Voilà, ce sont 200 000 personnes qui, pour beaucoup, auront une bonne grippe et qui vont s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'il y a à la marge, effectivement, des personnes qui sont fragiles. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que beaucoup se disent que, et moi y compris, au début, c'est ce que je me suis dit. Mais après, je me suis dit, non, il faut quand même être un petit peu plus responsable, sans être hypocrite. Moi, je le dis, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec le masque et avec la chaleur. C'est vraiment extrêmement difficile. Mais beaucoup se disent que ce variant-là n'est pas trop invasif. Mais voilà, à un moment donné, il y a quand même des gens, si leurs défenses immunitaires sont touchées, ils ne peuvent pas, leur corps ne peut pas les protéger. Et alors, ça, j'aimerais bien avoir les taxis qui nous écoutent très nombreux là. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on remette le masque pour vos clients dans vos voitures? Oui, j'aimerais bien. Les chauffeurs de bus, là, par exemple, dites-nous un petit peu comment ça se passe dans les bus, dans les transports. Est-ce que c'est respecté? Respecté, on rappelle que la recommandation est de rigueur, mais qu'il n'y a encore pas d'obligation. On va peut-être y venir. Est-ce qu'il faut que le gouvernement prennent des initiatives, prennent des mesures, des restrictions pour venir à bout de cette épidémie? On en parle avec vous au 01 40 33 9000. À vous de nous appeler, à vous d'en parler avec nous sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, évidemment, avec Audrey Pronosti, journaliste qui est avec nous aujourd'hui pour ce LGF, avec qui nous parlons dans un premier temps du Covid, évidemment, et de ces cas extrêmement nombreux enregistrés en 24 heures, 200 000 contaminés. Du coup, faut-il ou pas, d'urgence, remettre les restrictions sanitaires pour peut-être calmer un petit peu cette épidémie? Et on sent que beaucoup d'ailleurs l'attrapent, vaccinés ou non, tout le monde est à la même enseigne pour le coup. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on remette les restrictions du Covid-19? Je dois faire une petite parenthèse pour dire que hier il y avait un super concert de Gnawa Diffusion au Cabaret Sauvage, j'y étais, et c'était vraiment extraordinaire. Amazir Katab, toujours aussi talentueux, et le groupe Gnawa Diffusion dans son intégralité vraiment nous a offert un beau spectacle dans un Cabaret Sauvage qui était plein à craquer. Et j'ai vu ta story. Voilà. J'ai vu ta story. Ouais, faut aller voir sur Instagram, Super. Christophe le Grand Forum. Ouais. On vous a mis quelques extraits de cette belle soirée hier soir. Et je vous rappelle également ce soir, à partir de 20h, au Centre culturel algérien, la diffusion du film qu'on a évoqué lundi avec le réalisateur Jafar Gassem, Héliopolis. C'est un film qui revient sur les événements, sur ce qui s'est passé le 8 mai 1945 en Algérie. Bien sûr, un film très poignant, très fort, et que vous pouvez aller voir ce soir. C'est gratuit, donc c'est ce soir et demain au Centre culturel algérien, 171 rue de la Croix-Nivard à Paris dans le 15e. Et également une diffusion est prévue demain aussi à l'Institut du Monde Arabe pour ce film. Donc voilà, pour les petites idées de sortie là, ça peut être pas mal aussi avec les enfants, ma chère Audrey. Alors oui, ce qu'il faut rappeler aussi, alors juste pour revenir à la situation du Covid, c'est que les laboratoires aussi soulignent le fait que les Français, en majorité, je m'inclus dedans, n'ont plus ce réflexe en fait d'aller faire les tests PCR. C'est en fait, on va dire que le geste on va dire courant, c'est plutôt de faire le test antigénique parce qu'on a la réponse tout de suite. L'autotest. Alors l'autotest, alors ça c'est une grande histoire. Moi j'ai beaucoup débattu là-dessus, notamment avec mon médecin qui m'a dit que c'était, passez-moi l'expression, de la connerie pure. Vraiment, parce que c'était pas exhaustif, que c'était pour se rassurer, et que un test antigénique c'était beaucoup plus, en tout cas, significatif. Et bien évidemment, ce qui est beaucoup plus
en tout cas, ce qui garantit le fait, en tout cas la fiabilité, ça reste le test PCR. Maintenant, on sait tous que c'est vraiment pas agréable et que du coup, on s'est tous reportés sur le test antigénique, même si c'est le même, on va dire, le même procédé en fin de compte. Mais la réponse, elle est 20 minutes après, on reçoit un SMS, on sait à quoi s'en tenir. Maintenant, aller dans un laboratoire, faire la queue, voilà. J'écoutais même une responsable de laboratoire, je crois que c'était... je me rappelle plus du nom du laboratoire, mais c'est un grand laboratoire qui disait qu'effectivement, même les gens qui se déplacent pour faire des tests PCR n'ont pas envie de porter le masque. Et donc, on revient en fait à ce port du masque qui reste quand même une vraie contrainte. Et encore une fois, on revient au fait que c'est associé à une très très mauvaise image. Alors, appelez-nous au 01 40 33 9000. Kader de Metz est avec nous. Bonjour Kader. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, on t'entend Kader. très bien mon Kader. Alors, est-ce qu'il faut ou pas remettre les restrictions sanitaires au vu des chiffres importants, 200 000 cas en 24 heures, Kader, est-ce que ça fait flipper ou alors pas du tout ? Alors on parle de 200 000 cas, mais c'est quoi, des cas malades, c'est des cas hospitalisés ? Parce que Non, moi, c'est Non. des cas contaminés. contaminés, mais comment ils sont contaminés ? Ils sont pas allongés, ils sont pas, comment dire, Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ils sont pas, comment dire, au bord de l'agonie. voilà. Moi, c'est des malades. Après, j'ai envie de te dire, on a eu des maladies chaque année. Avant le Covid, en 2018, on a bien eu des épidémies de grippe. Excusez-moi, pardon. Toi, tu l'aurais bien, toi, le Covid, par exemple, Kader. Non. Ouais. Non, parce que là, je suis en train de marcher, c'est pour ça. Moi, je suis chauffeur de bus, en fait, à la base. Ouais. Et, petite parenthèse, je passe le bonjour à tous mes collègues du réseau Le Met. Mhm. Et à Habib aussi, qui est un grand auditeur du Grand Forum. Salut, Et Habib. voilà, je fais de la parenthèse. Ouais. Salut Habib. Voilà. Et oui, non, moi je dis, le Covid, c'est une maladie, comme tu as dit tout à l'heure, Christophe, c'est une maladie comme une grippe un peu sévère. Après, c'est sûr, faut faire attention. Moi, pour le port du masque, je le recommande. Après, c'est au bon vouloir de tout le monde. Comment Voilà. ça se passe Ouais, en plus à Metz, Kader ? C'est la question que j'allais poser. Est-ce que les gens, en majorité, mettent le masque ou pas du tout ? Comment ça se passe dans le bus ? Certains le mettent pas. Donc, Ouais. moi, disons que, comment dire, je fais pas trop attention à ça. Moi-même, je le mets pas. D'accord, Parce que c'est tenir, aussi la question que j'allais pendant poser. 8h ou 7h30 le masque, au bout d'un moment, tu t'étouffes. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, au bon vouloir de tout le monde. vous leur demandez pas de le porter, vu que Voilà. j'imagine qu'avec la chaleur, ça doit être vraiment assez insupportable. Ouais, c'est ça. C'est. Pardon. Toi, va te faire tester, Kader. Je le sens que t'as un truc là. Hein ? Non, parce que ouais, je suis un peu, comment dire, Non, mais- ça fait un moment que je voulais vous appeler, et puis là, je vous ai eu, je suis un peu, entre guillemets, un peu ému. Ah oui, c'est l'effet qu'on procure. Bah dites donc. Mon cher Kader, en tout cas, toi, tu n'es pas favorable à ce qu'on remette des restrictions en route ? Oui, tout à fait, parce que je comprends pas pourquoi à Nice, par exemple, ils disent de mettre le masque à partir de lundi. Dans ce cas-là, autant le mettre tout de suite, pour attendre. Bah oui, c'est bizarre. Moi, ça m'a fait toujours rigoler un petit peu ces genres Ouais, mais de dates. moi j'ai eu la sensation que ça fera sûrement et probablement un effet domino. C'est-à-dire que voilà. Ah, tu joues au domino, toi ? Non, mais c'est-à-dire que voilà, il a déposé cet arrêté. Voilà, on sait, ça va être médiatisé, clairement, ça l'est déjà. On a entendu notre. Les arrêtés d'Estrosi, excuse-moi, ça fait rigoler. Hein, pour les non, mais- arrêtés des drapeaux. Au-delà de Il ça, met le drapeau d'Israël sur la mairie de Metz. Donc, Non, mais on est bien de d'accord. Metz, pardon, de Nice. on est bien d'accord, mais justement, il aime bien faire parler de lui. Donc, et en parallèle de ça, comme je disais tout à l'heure, on a notre ministre de la Santé, François Braun, qui a fortement conseillé. Il a vraiment, il a insisté. Je l'ai écouté parler et vraiment, il a insisté sur le fait qu'il fallait le porter. Donc, moi, je sens vraiment, je veux dire, je suis pas Madame Irma, mais je sens que Ah oui, ça se saurait. non, voilà, c'est ça. Mais je sens que l'obligation va revenir, Ouais. va être mise en place. Bon, Vraiment. en tout cas, merci Kader et soigne-toi bien. Et puis, n'hésite pas à réintervenir dans cette Je te émission. rassure, Christophe, je vais bien, il n'y a pas de souci. C'est, on va dire, c'est un petit stress de vous avoir appelé. C'est pour Non, ça. mais tranquille, tout va bien, t'inquiète. tout va bien. On est qu'entre nous, mon Kader. Merci beaucoup, en tout cas. Il y À a très pas de souci. bientôt. Est-ce que je peux encore juste Vas-y. présenter aussi mes stagiaires, tu sais, pour le conducteur de bus qui s'est fait agresser à On va en Paris. là. parler dans un instant à Épinay-sur-Seine, effectivement. Je l'ai eu au Ouais, téléphone, je veux dire tout mon que. soutien à lui, puis Ouais. sache que en tant que conducteur de bus, la plupart ils pensent que rouler un bus c'est si tu roules,
Mais des fois, c'est pas évident. Tu sais, tu dois faire attention à la circulation, à ces personnes qui sont dans le bus. Exactement. En sachant que c'est pas des cartons qu'on transporte, il y a de Mais tout. bien Ça sûr. peut être des personnes en fauteuil roulant, des mamies, des femmes enceintes, Ah oui, des non, enfants mais... aussi. Et les incivilités dans les donc, c'est pas transports, un métier évident. faut qu'on en parle aussi, Mais- des incivilités. Mais hein, bon, parce mais que, dans voilà. l'ensemble, voilà, j'ai tout mon soutien aux Non, conducteurs. mais c'est vrai que les automobilistes et même les piétons ne se rendent pas compte de la responsabilité que vous avez. C'est énorme, Et vraiment. alors, sans compter les gens qui montent dans le bus sans regarder le chauffeur, à croire que le bus se conduit tout seul. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la politesse. Ouais. J'ai jamais compris, moi, je veux dire, quelqu'un qui rentre dans un bus comme s'il rentrait chez sa mère, ça va, quoi. Je veux dire, on dit bonjour. Exactement. On dit, voilà, bonjour, simplement, avec un petit sourire. Ça coûte rien. Et puis, le chauffeur, il est pas là pour. C'est pas votre esclave, quoi. Voilà, c'est un C'est humain, clair. il conduit une Exactement. machine. Et encore, je finirai avec ça, puis après je vous laisserai. Aussi, ce qui est le plus agaçant, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Tu sais, c'est les personnes qui sont pas à l'arrêt. Ouais. Donc tu fais l'effort de les attendre. Ils te regardent même pas de bonjour. Et Même la pas de cerise sur le merci. gâteau, Ouais. ils achètent pas de ticket. C'est ça. Oui, En il va plus. pas leur titre de transport. Merci, Ça, c'est mon le meilleur. Kader, et bon courage. Eh À bien, bientôt. bon courage. Du côté de Metz, Jamel est avec nous, notre habitué. Comment ça va, mon Jamel? Comment ça va? Bonjour à toutes et Jamel. Toi, je suis sûr que tu vas être favorable au retour des restrictions. Je sais pas pourquoi. tous. Bah, ça dépend où. C'est-à-dire Déjà dans les transports en commun, bah moi je suis blessé, comme j'ai raconté avant, donc j'ai le choix de prendre le bus et je vois moi là où je bosse, le bus est blindé. Mhm. Et honnêtement, je me vois pas aller dans un bus collé aux gens. Et s'il y avait un respect de gestes barrières, un minimum, je parle bien d'un minimum. Ok, mais après voilà, je pense qu'il y a des endroits où ouais, il faut remettre le masque. Je parlerai pas du pass sanitaire parce que c'était un peu un truc forcé de chez forcé. Donc Mhm. voilà, après le port du masque, c'est pas simple. Pour corriger l'auditeur d'avant, c'est au bout de 6-7 heures, bah un masque c'est 4 heures, un masque jetable. Ouais, mais il y en a Enfin, combien tout qui masque, le changent d'ailleurs, tous les quarts d'heure? C'est 4 heures. Bah oui. Jamel, Ouais. il faut qu'on en parle parce que, je veux dire, on entend beaucoup de conneries à la radio, dans les médias, y compris de la part des infectiologues ou des épidémiologistes qui s'avèrent être J'en ai entendu spécialistes de la part du médecin de alors j'ai oublié le prénom de ton intervenante, je m'excuse. Audrey. Par exemple, ah oui Audrey, excuse-moi, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Alors, pour faire simple, un test PCR, c'est un test qu'on fait, on regarde s'il y a une trace génétique du virus. On l'augmente, ce qui fait que des fois on a des positifs. Quand on augmente de 600 fois, on peut trouver des traces, donc on dit qu'on est positif sans pouvoir contaminer. Un autotest et un test antigénique, c'est strictement la même chose. Ce sont les mêmes réactifs, les mêmes adjuvants, tout est pareil. C'est juste le prélèvement. Ce qui garantit mieux le résultat du test antigénique, c'est un pharmacien qui a été formé pour. Donc les gens qui se testent à la maison et qui ne le mettent pas au fond et qui le prennent mal et qui respectent pas les consignes, là on peut avoir un négatif alors qu'on est positif. Oui, bah c'est ce que Elle est- je disais elle est tout à là, la l'heure. différence. J'en Il y a une discutais avec petite mon médecin. tout à l'heure, il y a une petite inversion. Euh, L'autotest, si on je sait faire parlais, même le prélèvement. Jamel, je parlais y a- des masques et tu rappelais à très juste titre que normalement, si on respecte un peu la norme, il faut changer son masque tous les 4 heures. Combien de personnes changent de masque tous les 4 heures? Il n'y en a quasiment pas. Le retour C'est du vrai. masque, c'est juste une façade, pardon, parce que entre ceux qui mettent le masque plusieurs jours d'affilée, qui n'ont donc aucune efficacité, sincèrement, c'est juste une façade pour moi, cette Bah, histoire de masque. C'est vrai. Écoute, un masque dans la rue. Un masque dans la rue, surtout avec cette période-là où Non, on est aucune quand même utilité. avec des beaux jours et un virus. Ouais. En gros, il a de la graisse autour. Un virus, pour simplifier, il a de la graisse autour. Donc cette graisse-là, à température ambiante actuelle, elle tient pas. Elle tient pas. Donc les risques sont limités. Qu'est-ce qui se passe? 200 000 cas, pourquoi? Bah, c'est parce qu'on n'a plus de gestes barrières, qu'on fait pas attention et qu'on se réunit avec les beaux jours. Ouais. En fait, c'est ça. Voilà. Hein. Donc, Mais tout à l'heure- tout à moi, l'heure- le masque dans des lieux clos où il y a une proximité, pour moi, c'est tout à fait logique. Je dirais logique. Après, à l'extérieur ou des trucs où t'es pas collé aux gens, c'est strictement inutile. Oui, mais Moi, pour justement- moi, c'est strictement inutile. Moi, tout à l'heure, je disais, s'il y a un minimum de gestes barrières, moi, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mm. Mais quand les transports en commun sont bondés, c'est quand même assez Sont quoi, compliqué. t'as dit, sont quoi Bondés, oui. Il y en a oui. plus. Il y en a plus. Eh oui, on est bien d'accord. Ouais. Merci, mon Jamel, en tout cas. Tu te colles par-dessus l'épaule des fois. Tu te dis, ok, il y a 1 an et demi, c'était pas ça. Les gens, ils se regardaient en chien de faïence, 4 mètres entre chacun, alors qu'on n'avait pas les masques. Mm. Donc voilà. Après, moi, j'ai chopé le Covid. Moi, mes collègues me connaissent. Et j'ai des collègues qui m'ont jamais vu sans masque, ou très peu de fois, à Ouais. l'agence. Merci Bien à beaucoup, l'avance. mon Jamel. Mais, Merci beaucoup. Dans un instant, on va appeler Ahmed Beral, qui va nous rejoindre dans un instant. On va parler d'insécurité, on va parler d'agression et prendre des nouvelles du chauffeur de bus qui a été agressé sauvagement à Épinay-sur-Seine. À tout de suite.
Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Alors je viens d'avoir une info qu'on va évidemment vérifier, parce qu'elle est quand même assez importante. Et on va prendre attache auprès des autorités compétentes. Et à mettre évidemment avec beaucoup de guillemets pour l'instant, parce que je viens de la voir et voilà, j'ai pas encore pris le temps de la vérifier. Je vous la donne quand même brute. Il paraît que maintenant, pour accéder au Maroc, il faudra être muni d'un visa. Pour les habitants de l'Union Européenne, des États-Unis notamment, il faudra se munir d'un visa pour se rendre au Maroc. Ah bon ? Oui, donc c'est ce que je viin d'apprendre. Alors on vérifie évidemment, et je vous tiens au courant évidemment d'ici 18h, c'est ce que je viens d'avoir comme info, ce qu'aurait, et je parle au conditionnel, annoncé les autorités marocaines. On en reparle évidemment dès que j'ai les informations complémentaires. Tout de suite, nous sommes avec Ahmed Berral, qui est syndicaliste CGT à la RATP. Salut Ahmed. Ouais, salut, ça va? Bien, et toi Ahmed? Bonjour Ahmed. Bonjour, bah écoute, ça va, on va dire comme ça, avec toutes les agressions qu'on entend dans les chauffeurs de bus, on va dire que... Alors justement Ahmed, on va parler et prendre des nouvelles du chauffeur de bus qui a été agressé sauvagement à Épinay-sur-Seine il y a quelques jours. On rappelle la scène, donc il conduisait son bus tranquillement du côté d'Épinay. Il a failli percuter un gamin qu'il a évité heureusement, et à l'arrêt d'après, ce sont 7 jeunes qui sont venus tout simplement le massacrer. Les conséquences sont gravissimes, puisque je crois qu'il a perdu l'usage d'un œil, et le chauffeur a été extrêmement violenté. Des jeunes qui ont pris la fuite ensuite. Ouais, c'est ça, ils se sont sauvés. Je veux dire, c'est très grave ce qui se passe. Je veux dire, la personne, elle roule avec un bus, elle roule 7 heures, elle évite un accident, et elle évite de tuer quelqu'un. Et quand tu vois ce petit gamin qui tabasse un chauffeur de bus, moi je trouve ça déjà c'est honteux, et ça faut le condamner, il faut pas avoir honte de le dire, faut condamner un chauffeur de bus qui n'est pas là pour se faire tabasser. Il se lève le matin pour ramener des gens pour travailler, que ce soit le matin, ils ramènent leurs parents, faut pas oublier qu'ils ramènent leurs parents pour aller travailler le matin et les ramener le soir. Et on voit cette insécurité dans les bus, et c'est tous les jours, c'est pas qu'aujourd'hui. Il y a un an de ça, je connais un Mathieu sur 152 à Flandre. Il s'est fait casser 4 côtes parce que il a demandé à faire le constat, et les gens lui ont dit on fait pas de constat, tu me donnes 200 €, mais le chauffeur il est pas là pour des 200 €, il est là pour faire un constat. On lui a cassé 4 côtes, et ça c'est tous les jours les agressions. Exactement. C'est pas normal. Ahmed, et ça je le dénonce. Est-ce qu'il y a, pour ce qui est en tout cas des chauffeurs de bus et des agressions, plus de problèmes de cohabitation avec les autres automobilistes ou avec les voyageurs? Non, on va dire il y a beaucoup de problèmes quand même avec même les voitures. Je veux dire, quand un bus il sort, je veux dire il a mis son clignotant, il y a des voitures qui vont venir un peu crier, il va toucher le rétro. Je veux dire, le chauffeur de bus, lui, il roule. Je veux dire, maintenant, si je fais un accident avec un bus ou je tape un rétro, soit avec ma voiture personnelle ou celle d'un bus, on n'est pas là pour se tuer, on est là pour faire un constat. Le constat, il sert à ça. On appelle ça un constat amiable. On laisse les assurances gérer. Aujourd'hui, on est capable de tuer quelqu'un pour un rétroviseur ou pour un clignotant. Je veux dire, ça, c'est pas normal. Mais c'est vrai que même dans les bus aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits. Depuis le confinement, après le confinement, il y a beaucoup de conflits par rapport au Covid, à cause des masques. Quand c'était pas les masques, c'était la vente de tickets. Exactement. Il y a toujours un problème. Je veux dire, aujourd'hui, la RATP vient de remettre au 4 juillet la revente des tickets, de retirer les plexiglas. Ça va encore ramener des histoires. Et tout ça, et moi je le dénonce souvent en tant que syndicaliste, et je m'occupe aussi de la prévention. Il faut savoir qu'aussi, avant, on avait des médiateurs dans les bus. Et aujourd'hui, ces médiateurs, ils ont été retirés. Les médiateurs, ils habitaient dans les quartiers populaires, ils se connaissaient tous, et ils réglaient les conflits habituels avec des constats. Aujourd'hui, là, on a retiré tous ces gens-là. Justement, les GPSR. Que propose la RATP vis-à-vis justement de cette insécurité palpable pour ce qui concerne les chauffeurs de bus, et principalement dans les quartiers, quand même, on va le dire, n'ayons pas peur de le dire. Voilà, qu'est-ce que met en pratique et en mesure la RATP pour accompagner ces chauffeurs de bus qui peuvent être soumis, et tu me le rappelais d'ailleurs en antenne, des agressions, il y en a tous les jours. Oui, il y en a toujours. Après, la RATP, elle met rien en place. Ça veut dire que moi, j'ai des GPSR, et ils sont pas assez. Avant, il y avait beaucoup de GPSR qui accompagnaient les bus le soir, qui montaient dedans. Aujourd'hui, ils ont restreint les budgets, et il y a de moins en moins de GPSR. C'est-à-dire que aujourd'hui, le chauffeur, il est seul au monde à gérer tous les problèmes. Et les RATP, elle en a rien à foutre. C'est-à-dire que avant, il y avait, on appelle ça service public. J'entends beaucoup le gouvernement qui parle d'insécurité, mais on parle pas de la casse des conditions de travail des chauffeurs, on réduit les postes de travail, comme sur les GPSR ou les contrôleurs, tous ces gens-là. Et la RATP, elle dit oui, je compatis, mais je peux rien faire. Elle dit qu'il y a des caméras dans le bus, mais sur ça, elle ne fait rien du tout.
Et à un moment donné, le chauffeur, il faut savoir que la semaine dernière, il y avait la ligne 61 qui n'a pas roulé parce que il y a un taux de maladie qui a explosé les RATP. Les gens ne veulent même plus venir travailler. Bah oui, mais c'est exactement ça que j'allais te poser comme question. En plus, suite à ça, moi, par curiosité, j'ai quand même voulu regarder dernièrement, justement, ces sensibilités qui vont très très loin. Alors, j'ai vu, il y en a eu en Meurthe-et-Moselle, dans le Morbihan, du côté du Mans. Enfin bref, effectivement, je pense qu'on se rend pas compte de la violence, en fait, de ce que vous vivez, en fait, tout simplement. Et ça, faut le dire, faut le souligner. Après. Pour ce chauffeur, moi le quartier où c'est arrivé, je le connais très bien et malheureusement, je pense que c'est un quartier comme un autre. Et tout à l'heure, Christophe, tu as posé la question. Doit-on parler d'insécurité ? Moi, je pense que c'est le dispositif. On va lui poser la question, Ahmed. Est-ce qu'on peut parler d'insécurité aujourd'hui dans les banlieues ? Oui, là, après, il faut bien savoir que la Seine-Saint-Denis, le 93, c'est un des départements un peu le plus pauvres. Il y a beaucoup de, bien sûr qu'il y a beaucoup de problématiques d'insécurité. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Comment on règle l'insécurité ? On le règle en donnant des formations à ces gens-là. Je veux dire, à l'époque, moi, je suis rentré, c'était du temps les RATP, on allait dans les écoles. Faut pas oublier que les chauffeurs de bus, on allait dans les écoles, les collèges, les lycées pour expliquer, on n'est pas là pour insulter un chauffeur. Le chauffeur, lui, il vient le matin. Si le bus il est en retard, c'est pas de sa faute. C'est que on a réduit un budget. On a dit que si le bus est dépassé dans 10 minutes, il y a moins d'argent, mais il passera que dans 20 minutes. Mais il faut discuter. Quand on mettait avant on appelait ça les grands frères dans les cités, Chaubousquet, ils réglaient beaucoup de conflits. On n'est pas là pour dire il faut ramener la police à coup de matraque, non. On est assez grand pour gérer cette situation, même si des fois tu entends que, comme les 6 gamins qui sont venus tabasser un chauffeur, je veux dire, ça c'est six gamins qui donnent une mauvaise image du 93. Et la vidéo est virale, sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale, évidemment, à cette agression. Et après, on va avoir le Front National qui vont dire, voilà, regardez le 93, c'est que des sauvages, encore les Arabes et des Noirs. Mais non, parce qu'on donne toujours cette mauvaise image. Mais la réalité, c'est que faut arriver, pourquoi nous, souvent, on se met en grève, c'est qu'aujourd'hui, la privatisation, on veut nous faire travailler encore 1h30 de plus, mais gratuitement, revendre les RATP en 2025 à celui qui va rajouter le plus d'argent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les RATP, elles donnent 150 € si un chauffeur ramène un autre chauffeur qui se fait embaucher par les RATP. Il leur manque 1500 chauffeurs. Je crois que les bus peuvent pas être roulés. C'est important là ce que tu nous dis. 150 € pour un chauffeur qui pourrait éventuellement parrainer en quelque sorte un chauffeur. Voilà, si je fais un parrainage d'un chauffeur, si je trouve un chauffeur, je le parraine. Au bout de son embauche, ça doit faire 6 mois d'embauche, on me donne 150 € tellement que les gens ne veulent plus venir travailler à la RATP. C'est 1495 € le salaire et plus personne ne vient travailler. Surtout qu'il faut quand même pas oublier que ça reste un service et du coup, avec ce genre d'incivilité, clairement, c'est totalement compréhensible que vous, en tant que chauffeur, vous pensiez à vous. Hein. Merci en tout cas Ahmed pour nous avoir tenu un petit peu informés. Merci. Est-ce qu'il y aura des grèves ? Bien sûr qu'il y aura des grèves. Moi, je suis solidaire avec tous les chauffeurs qui se font agresser. Et voilà. Et est-ce qu'il y aura des grèves ? Oui, il y aura des grèves pour combattre ce gouvernement et les conditions de travail. En tout cas, je vous remercie. Merci Ahmed Beral, donc syndicaliste CGT à la RATP dans un instant. Vous pouvez nous appeler, vous chauffeurs de bus ou les usagers aussi, pour nous dire un petit peu comment ça se passe cette cohabitation. Est-ce qu'on peut parler, oui ou non, d'insécurité dans les banlieues ? À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, votre émission de référence par rapport à l'information que je vous donnais tout à l'heure concernant le visa pour le Maroc, pour les habitants de l'Union Européenne et des États-Unis. Alors c'est un peu alambiqué parce que visiblement, et d'après ce qu'on en comprend, ça concernerait des gens munis d'une carte de séjour. Donc on est en train de prendre relation avec l'ambassade du Maroc pour avoir des informations supplémentaires. Pour l'instant ça ne répond pas, mais on vous tient au courant en tout cas concernant cette information d'importance pour celles et ceux qui souhaitent se rendre et passer de bonnes vacances au Maroc cet été. Donc pour avoir aussi la date de l'entrée en vigueur de cette mesure, voilà, on va tâcher d'en savoir davantage. A priori ça concernerait, et je parle évidemment comme tout à l'heure d'ailleurs avec beaucoup de guillemets, concernant les titulaires d'une carte de séjour.
On y reviendra. Alors, on parle maintenant de cette insécurité. On en a parlé avec Ahmed Beral, donc syndicaliste CGT à la RATP, de ces agressions qui se multiplient et qui sont de plus en plus violentes aussi concernant le personnel de la RATP, et particulièrement parce qu'ils sont évidemment très accessibles, les chauffeurs de bus qui sont pour beaucoup agressés. Ahmed me disait qu'il y a en moyenne une agression, voire 2 agressions par jour sur les différentes lignes, et principalement dans les quartiers dits difficiles, dits compliqués. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'insécurité dans les banlieues, Audrey Pronosti? Et vos appels m'intéressent, vos aussi retours d'expérience sur le terrain, que vous soyez chauffeur de bus ou usager, ou automobiliste aussi, au 01 40 33 9000. Pour répondre à ta question, clairement, je pense que d'ordre général, effectivement, il y a un certain nombre d'incivilités qui sont notoires maintenant. Je pense que, comme l'a très bien dit Ahmed précédemment, ça ne concerne pas que la banlieue. Ces incivilités, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu quelque chose de normal. Visiblement, les usagers de ces transports en commun considèrent les transports en commun comme quelque chose d'acquis. Et donc, effectivement, moi, je peux comprendre sa colère. Maintenant, de là à dire qu'il y a une insécurité, je pense que ça englobe un certain nombre de problématiques. Il doit y avoir un dispositif qui doit être mis en place. Déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a 10 gamins qui sont dehors, regroupés, et qui vont s'en prendre à un adulte. Quelle que soit la raison, on ne peut pas cautionner la violence. Et à partir de là, clairement, quand on... Alors effectivement, là, ça a été filmé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une vidéo qui est impressionnante. Mais effectivement, on ne parle pas des autres agressions. On reste quand même dans le fantasme, et c'est sur toute la France. Donc, je ne pense pas que ça soit propre aux banlieues. En plus, quand on parle de banlieue, ça reste quand même une connotation assez péjorative. Maintenant, moi, je suis pas chauffeur de bus, mais effectivement, on va pas se mentir. Quand on a des jeunes qui montent dans un bus, qui sont en groupe, qui se sentent en force et qui se mettent tous ensemble sur une personne, que ce soit un usager d'ailleurs, parce que j'imagine que des agressions, ça ne concerne pas que les chauffeurs. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est violent. Quand on voit ça, forcément, on se dit oui, c'est des zones de non-droit. Ça, c'est vraiment les termes qui reviennent régulièrement. Et effectivement, je comprends qu'il faille mettre un dispositif pour créer une médiation et aussi pour protéger les chauffeurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, ce quartier, en l'occurrence, je le connais très bien. J'y ai habité presque 10 ans. Je me suis jamais sentie réellement en insécurité. Maintenant, je pense que c'est comme tous les quartiers. J'ai même enseigné une école dans le quartier. C'est pas pour autant que je me sentais en insécurité. Mais après, je pense que c'est le problème du respect, en fait, des chauffeurs de bus. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les 40 33 9000, les amis, pour nous appeler, pour nous donner un petit peu votre sentiment, oui ou non. Est-ce qu'on peut parler d'insécurité dans certains quartiers, au vu des agressions quand même qui se multiplient, qui sont de plus en plus violentes, qui sont intolérables. Rappelons-le, ce chauffeur de bus à Épinay-sur-Seine qui a fait les frais de cette agression terrible, sauvage de voyous, on va le dire, parce que voilà, c'est clairement ça, de cette jeune. Le chauffeur a évité un enfant, évidemment, qui traversait en dehors du passage piéton, et à l'arrêt d'après, il y a 7 jeunes qui lui sont tombés dessus et qui l'ont agressé de manière très violente. La vidéo est devenue virale, d'ailleurs, c'est un lynchage. Et le chauffeur que j'ai contacté ne souhaite pas s'exprimer. Il est choqué, je peux vous le dire, il est choqué. Et il compte pas reprendre le travail tout de suite, malheureusement. Et on peut le comprendre, bien entendu. Quoi qu'il en soit, les agressions dans les bus, ça peut être, et c'est en particulier beaucoup lié
aux incivilités entre automobilistes. Toi, Avant toute chose, il faut que les autorités publiques en fait soient alertées et prennent conscience que réellement ce service peut être en dysfonctionnement et être en voie de disparition. Il l'a très très bien dit Ahmed tout à l'heure. Le nombre de chauffeurs qui veulent laisser tout simplement leur poste, ne viennent pas travailler, sont en arrêt, mais c'est totalement compréhensible. Je veux dire, s'ils se retrouvent seuls, ils sont complètement démunis. Enfin, je veux dire, n'importe quel être humain, d'ailleurs, dans cette situation, sont complètement démunis. Donc voilà. Bon, alors, dans un instant, on va parler d'un autre sujet aussi qui commence à faire polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est le rapatriement de 50 enfants et de 15 femmes. C'est ce que la France a annoncé hier par le Quai d'Orsay de Syrie. Beaucoup y sont totalement opposés. D'autres y sont favorables. Quelle est votre position ? Faut-il ou pas rapatrier ? On en a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais là on est dans le concret. Il s'agit de 50 enfants et 15 femmes rapatriés, et les gens qui sont partis à rejoindre Daesh, évidemment, en 2013, 2014, 2015, évidemment, qui sont aujourd'hui retenus par les Kurdes dans des camps en Syrie. Faut-il ou pas les rapatrier ? Est-ce que la France s'honore à rapatrier ces Français, même si toutefois ils ont brûlé pour certains le passeport? Ils sont de toute façon français. 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse. Alors ma chère Audrey, on mène l'enquête évidemment et on a des nouvelles informations concernant cette information qu'on vous relevait il y a quelques instants concernant les touristes désirant se rendre au Maroc. À partir du 10 juillet, le Maroc se dote du visa électronique pour les résidents étrangers pour pouvoir accéder sur le territoire marocain. Ça concerne 49 pays, visiblement. Si tu as d'autres informations, je suis preneur, mais a priori, voilà. Pour l'instant, oui, effectivement, c'est ce que je peux avoir comme confirmation. Le visa électronique pour les personnes, les résidents étrangers qui souhaitent se rendre en vacances au Maroc. Il faudra donc se munir d'un visa électronique. Sachant qu'il existait déjà un visa papier, là on passe à l'électronique finalement. Donc alors, visiblement c'est pour faciliter. Et comment et pourquoi, c'est ce qu'on essaie de creuser. Je ne vous cache pas que j'essaye de joindre en vain pour l'instant l'ambassade du Maroc. On va avoir l'information, c'est sûr, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, parce qu'il faut avoir l'information pour être totalement transparent. Et puis pour ceux qui ont prévu un voyage au Maroc, eh bien de savoir de quoi à quoi s'en tenir. Voilà, 01 40 33 9000, et si les autorités marocaines nous écoutent, qu'elles nous appellent évidemment, elles sont les bienvenues pour s'exprimer et pour informer les résidents étrangers qui souhaitent se rendre au Maroc, tout simplement. 01 40 33 9000. Alors on va parler d'un sujet qui commence à faire polémique, ma chère Audrey. C'est le Quai d'Orsay qui a annoncé hier le rapatriement de 50 enfants et de 15 femmes de Syrie. Quelques-unes d'entre elles, d'ailleurs, des femmes qui s'étaient fait remarquer en face caméra, en brûlant le passeport et en appelant à la guerre sainte contre l'Occident. Quelques-unes d'entre elles vont être rapatriées ou le sont. Et oui, il y en a qui sont déjà là. Et il y a débat sur le sujet entre ceux qui disent il ne faut pas les rapatrier parce qu'elles ont appelé à la haine et puis surtout à la guerre. Et ont permis peut-être pour certaines d'entre elles d'avoir ces horreurs sur notre territoire du 13 novembre et des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Et puis d'autres qui se disent mais non, en fait ce sont des Français et on doit les rapatrier parce que c'est peut-être aussi une manière de pouvoir savoir où elles sont, où ils sont, et peut-être pour éviter est-ce que ces femmes ou ces gens s'éparpillent et éventuellement peuvent peut-être commettre de nouvelles actions. Alors c'est vrai que l'avis est très partagé pour le coup. Quel est votre avis ? 01 40 33 9000. Faut-il oui ou non rapatrier les enfants ? Je pense que vraiment la question ne se pose pas, mais il y a même débat sur ce sujet-là. Et les femmes. Alors justement, parmi les femmes, d'ailleurs, il y a l'histoire d'une femme qui est partie en Syrie, emmenée par ses parents. Elle avait 12 ans et aujourd'hui, donc, elle est adulte et elle a même un enfant. Est-ce que pour autant, on doit la considérer comme enfant ou comme femme potentielle terroriste ? C'est la question aussi qu'on se pose, Audrey. C'est là toute la difficulté. Donc, par rapport aux 50 femmes dont tu parlais, on parle de 15 femmes qui sont adultes et quand même 35 mineurs. Hein. Donc, voilà. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, pour le cas de figure, je pense que les enfants, moi, à mon sens, ce sont des victimes.
Ils n'ont pas demandé à venir. Voilà, il suffit aussi moi, j'ai checké un petit peu des témoignages des enfants en bas âge qui ne demandaient qu'une seule chose, c'était de rentrer en France et d'aller chez leurs grands-parents. Ce sont des enfants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, même si certains sont français, d'autres sont nés en Syrie, ça reste quand même des enfants où leurs parents sont français. Ces femmes qui sont rapatriées, bien évidemment, sont incarcérées. Je pense que ça reste une meilleure solution de les faire venir en France, effectivement, parce que c'est je pense, la solution adéquate pour les contrôler. Et puis, alors après, la polémique, ça serait de dire que effectivement, purger une peine en France, c'est beaucoup plus soft, si je puis dire ainsi, que de la purger en Syrie. Et puis de se dire que ces femmes-là sont parties, elles ont voulu prôner une idéologie contre la France. Donc pourquoi la France devrait les prendre en charge ? Je peux tout à fait entendre ça. Néanmoins, si ces femmes ont des enfants, ces enfants, eux, ils n'ont rien demandé. Alors, pour la plupart, ils sont censés être recueillis par des services sociaux. Ou alors dans leur famille ou leurs proches. Et à partir de là, eux, pourquoi ils devraient être privés de leur maman ? Et effectivement, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Et moi, je reste convaincue que ces enfants restent des victimes. Ils n'ont rien demandé, ils ont grandi là-bas, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, clairement. Très bien. Alors on a Amar qui est avec nous au téléphone au 01 40 33 9000. Les avis sont partagés et on en débat ensemble. Amar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Amar. Alors bonsoir. est-ce que il y a plusieurs sujets qui me chiffonnent. Ah bon, on m'a appelé il y a quelques semaines par rapport aux personnes qui partaient en Syrie et que du deux poids deux mesures. Question par exemple sur le conflit actuel en Ukraine. Ou à l'époque des Israéliens qui partent en Israël pour faire la guerre et pour soutenir leur État. Donc en France, on les voit différemment. Hein. Pour certains, c'est des héros, pour d'autres, c'est des terroristes. Ça, c'est le premier sujet qui me chiffonne. Le second, c'est avec tout ce qu'on entend en ce moment, les féministes depuis quelques années, sur tous les plateaux de télé, et les politiques, et les chroniqueurs, et tout le monde est derrière ce mouvement. Et puis, si jamais on dit quelque chose qui est en contradiction, même si c'est pour ensuite étayer ses propos, hein, tout de suite tout le monde vous saute dessus. Et là, comme c'est des femmes, mais soi-disant musulmanes, et qu'elles aient, d'ailleurs on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, qu'elles aient fait un choix ou qu'elles aient fait n'importe quoi, mais ça reste quand même des femmes. oui, mais en France, Amar, on les protège. Amar, en France, il y a un mouvement qui est très puissant au niveau des féministes, hein, et qui est très soutenu par l'État. Et là, c'est pareil. Bon, on les jette comme si c'était des... Amar, pardon, mais juste une petite précision. C'est pas parce que tu es une femme que tu peux être épargné de la violence ou des appels à la haine ou des appels à faire la guerre, au djihad ou quoi que ce soit. Donc, je comprends pas bien, en fait. Oui, j'essaie de comprendre ta votre position, raisonnement. Amar. Est-ce que tu es favorable à ce qu'on rapatrie tout le monde ? Est-ce qu'on rapatrie uniquement les enfants, les femmes ? Quelle est ta position, Amar ? Déjà, on peut enquêter et voir si ces femmes-là sont vraiment parties parce qu'elles prenaient la haine ou parce qu'elles se sont fait embrigader et qu'elles n'avaient pas le choix. Déjà, pour les enfants... elles avaient le choix, faut arrêter. On n'a pas mis d'accord de coup. Hein. Ah. Elles sont pas parties par... Non, on les a pas forcées à partir, Amar. Faut arrêter le délire. Alors, première chose, après, effectivement... Non, mais je comprends ce qu'il veut soulever, peut-être... C'est pas ce que j'ai dit, Christophe. Non, mais je veux dire, il faut être précis. Je veux dire, des gens sont partis en Syrie pour X ou Y raison, ils sont partis là-bas. L'appareil judiciaire en France est très très bien rodé pour savoir qui a fait quoi et pour quelles raisons elles sont parties. Hein. Mais moi, en fait, pour faire court, ce qui me dérange moi vraiment, c'est en France, on prône la femme, on met la femme en avant et là on leur jette la pierre sans enquêter et sans avoir les tenants et les aboutissants de la question.
Alors de là à dire qu'il n'y a pas d'enquête, ça on ne sait pas et je pense pas, franchement. Après, C'est compliqué ça reste. de savoir qui a fait quoi. Hein, Après, sincèrement. ça reste un être humain qui a décidé de partir en Syrie. Et alors, par contre, là où je peux éventuellement comprendre la nuance, c'est que certains sont partis sous influence. Et le fait d'être isolé, le fait d'être mal dans leur peau, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'ils se sentaient pas bien. Je veux dire, il y en a beaucoup qui se sont fait embrigader. Maintenant, ça reste un être humain. Et Ouais, mais je rappelle qu'il y a eu des ils ont attentats fait- quand même ici en France, que Mais ça a oui, fait mais- 135 Eh morts. ben donc justement, faut- c'est ce voilà. que je dis. Là, je suis pas en train de dire qu'on doit juger la personne par rapport au fait que ce soit une femme ou pas. C'est un être humain qui est parti. Comment ça n'a rien à voir, Amar? Bien sûr que si, ça a à voir. Les auteurs ont été jugés ou ont été tués. C'est deux choses complètement Non, différentes. non, mais les Ah, auteurs pas tous. peut-être, mais ceux qui ont fait appel, et d'ailleurs parmi les femmes qui sont rapatriées, il y en a une entre elles, dont on va pas citer le nom, mais qui a fait face caméra, qui a brûlé le passeport et qui a fait des appels à faire la guerre à l'Occident. Ah, d'accord. Bah ouais, Avec non, mais des Amar, armes. Mais c'est je de veux ça dire, qu'on parle. C'est de ça dont on parle. Est-ce qu'il faut Alors est-ce qu'on après, peut rapatrier ou effectivement, pas il y a d'autres femmes qui ont témoigné face cam aussi en expliquant que voilà, quand ils sont venus, voilà, elles n'étaient pas parties dans un état d'esprit terroriste, et que du coup elles sont parties parce que voilà, elles avaient une idéologie et elles étaient naïves. Ça, je peux l'entendre, mais il n'empêche que à un moment donné, en fait, compte. Et ça, on l'a dit très très brièvement tout à l'heure, la France a décidé de les juger au cas par cas. Donc je pense qu'il y a une réelle enquête bonne derrière. Ouais. C'est une très bonne chose. Bon, bah merci Amar en tout cas pour C'est ton une très avis. bonne chose. Merci à toi. 01 40 33 9000. Vous voyez que le sujet est pas si simple que cela en fait finalement. Hein. 01 40 33 9000. Votre avis nous intéresse. Faut-il ou pas rapatrier les femmes et les enfants, et même sur les enfants il y a débat, hein. Il y a certains éditorialistes qui disent non, il n'est pas question, parce que les enfants ont été embrigadés, ils ont grandi dans une haine de l'Occident, et c'est peut-être voilà, je répète mot pour mot ce qu'on entend dans les médias, des bombes retardataires qu'on est en train de ramener en France. Ouais, c'est pas le cas de tous les oui, enfants. non, mais là, j'ai bien compris. Allô, sûr. bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour, c'est le docteur. Oui, bonjour Bonjour. docteur, comment ça va docteur? Bonjour, tout le monde. Là, excusez ma voix depuis hier, j'ai chopé de nouveau le coronavirus. Ah bah voilà, allez, un de plus, Ah bravo mince. docteur. Mais je vous contamine pas parce que je suis au téléphone. Oui, absolument. Alors, faut-il ou pas rapatrier les enfants et les femmes, docteur? Oui, bon, vous savez, monsieur Christophe, là, à l'époque, il n'y avait pas madame Audrey. Oui. On a pendant 10 ans aller-retour, on a traité le sujet. D'accord? Donc, humainement, effectivement, les enfants sont là. Il faut des enfants, on les ramène et on va les éduquer. Et chez les parents, les grands-parents ou dans des établissements spécialisés. Maintenant, les femmes, elles sont jugées pas seulement ici, même en Syrie. Même en Syrie. Mais vraiment, moi, j'ai quitté le coin, ça fait 42 ans, là-bas, très jeune. Mhm. Faire mes études médicales en France, je Mhm. suis choqué par le comportement. Moi, j'adore l'Ukraine, j'adore ceci, cela, mais il y a deux poids, deux mesures, parce qu'ils sont blancs, aux yeux bleus. Ah, c'est bon pour l'Ukraine. Mais quand il s'agit des Syriens... Ah, c'est pas la même chose, docteur, mais pardon, vous mélangez tout. non, je non, mélange mais pas si, tout, je vous le parce dis, que franchement, on les mélange tout. femmes, elles À jugent trop vouloir chercher des deux poids, deux mesures, et il y en a, je suis le premier à le dire. Oui, On mélange oui. tout. L'Ukraine, il s'agit de gens qui fuient une guerre en cours, des réfugiés. Oui, oui, Et là, c'est on parle de condamnable, gens qui sont partis sciemment en Syrie pour rejoindre une organisation terroriste qui est Daesh, et qui aujourd'hui le débat se pose et la question se pose concernant leur retour. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, au D'accord. tout On va début, traiter directement le sujet. Les femmes, monsieur Christophe, doivent être pas seulement jugées là-bas. Parce que si, par exemple, un étranger commet une erreur en France, il est condamné. et Oui, mais là, on jugé parle en de la France. Syrie. Vous savez comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas de quoi les juger. Ils sont Exactement. parqués dans un camp, docteur. Non, c'est monsieur Christophe. C'est les Kurdes. Ils sont aux mains non, des mais Kurdes. il faut savoir qu'au début, certaines femmes ne voulaient pas rentrer au tout début du démantèlement de Daesh, et puis effectivement, elles ont changé d'avis. Bah, Eh ben, donc, on les jugera ici. De toute façon, ce qu'on a bien fait en France, directement, sont en garde à vue. Ça, c'est- Absolument, oui, tout à fait. c'est horrible. Ceux qui sont rapatriés, Impressionnant. pour les femmes, sont interrogés et pour les enfants, sont placés.
Ah, c'est bon. Là, les enfants, il n'y a pas de discussion. Les enfants, c'est très bien de les ramener. Ça, il n'y a même pas de discussion. Mais les bonnes femmes, là je comprends pas. Ils sont grands. Dès qu'on est majeur et vacciné, on les reste pas. Parce que même en France, on peut juger des mineurs. Oui, mais alors dans ces cas-là, il faut penser à l'enfant. Est-ce qu'il a le droit, enfin, est-ce que, c'est pas il a le droit, je me suis mal exprimée, est-ce qu'il doit, en fin de compte, être séparé de sa mère, sachant que... Pour sa sécurité, oui. Hein. Mais pour sa sécurité, oui, bien sûr. Mais je parle du fait... Non, je parle pas de ça. Oui, pour sa sécurité, oui, mais quand il va grandir, qu'il puisse au moins pouvoir aller la voir, même si elle est incarcérée. Il va lui rendre visite en prison. Oui, mais c'est de ça dont je parle. Merci docteur, en tout cas pour votre avis, 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis sur le sujet. C'est complexe, on parle donc de ce rapatriement de 50 enfants et de 15 femmes de Syrie. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas du tout? Mais déjà, on en parlait à l'époque. Hein, je me rappelle très mais là, bien. On est dans le concret, ça a été annoncé hier par le Quai d'Orsay. Exactement. Voilà. Il y a déjà eu d'ailleurs des rapatriements et ça se fait limite au cas par cas. Exactement. Voilà. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que la France doit assumer les siens, c'est-à-dire les ramener, les juger? C'est ça la question qui se pose. Ou est-ce qu'elle doit les abandonner dans des camps là-bas, parce qu'elles vivent dans des camps retenus par les Kurdes en Syrie. Allô, bonjour. Bonjour, Christophe. Bonjour, c'est Mehdi, je crois. Salut Mehdi. Bonjour. Salut, ça va? Mehdi, comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, est-ce qu'on rapatrie ou pas les femmes et les enfants de Syrie, Mehdi? Ouais, mais quand il s'agit de femmes et d'enfants, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire quoi? Ah non, quand il s'agit de femmes et d'enfants, il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à en parler. Mais moi, je voulais juste revenir sur un point. Aujourd'hui, on nous parle d'une vingtaine, une trentaine d'enfants. Quand je dis trentaine, vous m'avez compris, et de femmes. Mais on ne parle pas des gens qui meurent dans la Méditerranée tous les jours, femmes et enfants. Ouais, mais ça n'a rien à voir, Mehdi. D'accord, ça n'a rien à voir, mais la solidarité, elle est où? Mais il n'y a pas de solidarité. Ah oui, non, mais là, on parle... Non, mais là, ça n'a rien à voir, pardon. Là, clairement, je suis d'accord que ça n'a rien à voir. Mais on parle d'humanisme, on parle d'humanité. Il n'y a pas d'humanisme, là. Il s'agit de parler de gens qui sont partis commettre... Voilà. Qui étaient armes à la main, voilà. Pas entre guillemets, parce que c'était pas toutes armes à la main. Certaines. Certaines d'entre elles. Maintenant, difficile de savoir qui a fait quoi exactement. D'où l'intérêt des enquêtes au cas par cas, clairement. Mais au cas par cas, alors vous faites des enquêtes sur les enfants aussi? Bien sûr. Non, mais de toute façon, pour les enfants. Des enquêtes sur les enfants, vous jugez les enfants. Comment ils ont grandi, dans quel contexte? C'est important quand même, Mehdi, de savoir dans quel contexte il a grandi le gamin. S'il a grandi au milieu de parents qui ont fait la guerre, qui avaient des armes à la main, qu'est-ce que tu veux inculquer à ce gamin? Il faut essayer de le sauver, je sais pas. Non, faut pas le prendre comme ça. Parce que c'est sauf si tu commences à penser que parce qu'il a grandi dans un contexte de terrorisme et de trucs, forcément que le gamin, quand il va arriver ici, il va être anti-français, anti-occident. S'il a grandi là-dedans... Le gamin, il rêve de venir ici. Oui, voilà, il y en a certains quand même, moi je les ai entendus, vous êtes qui voulaient rentrer. Là, pour le coup, voilà, moi je sais pas. Il faut pas mettre d'étiquettes. Ah oui, mais c'est pas moi qui en mets des étiquettes. Ouais. Et se trouve les gens là-bas qui sont en Syrie, ils rêvent de venir en France. Bah ouais, mais pourquoi ils sont partis alors? Alors, s'ils sont partis, peut-être qu'ils sont... pas pour tous, mais peut-être qu'ils sont partis. Il y en a, ils ont été forcés d'être partis. Non, non. Alors, de là à dire qu'ils sont forcés, embrigadés, je suis d'accord, mais pas forcés. De mettre des pansements sur des choses quand même très graves et que vous essayez d'excuser l'inexcusable. Oui, parce que voilà, là, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a 5-6 ans. Mettez-vous à la place de gens qui ont perdu des proches dans les attentats de cet arrêt. Mais excusez-moi, au bout d'un moment. Mais bien sûr, il faut se reprendre un peu. Il faut se dire aussi, est-ce que demain on veut que des enfants français grandissent dans un milieu comme là-bas et peut-être avec le temps vont gagner vont prendre cette haine de l'Occident et cette haine de la France. Peut-être qu'il faut les ramener maintenant sans qu'ils soient encore jeunes. On continue le débat. Merci en tout cas, Mehdi, de ton appel et de ton avis. Je l'ai bien compris en tout cas et bien entendu. 01 40 33 9000. On continue d'en parler avec vous. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio avec Audrey Pronosti, journaliste avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Demain, tiens, on recevra Benenko, vous savez, ce youtubeur qui est parti visiter l'Algérie et la Tunisie, qui sera avec nous. Il est de retour, il va nous raconter tout ce qu'il a vécu là-bas. Et puis on recevra aussi un boxeur qui avait empêché le détournement d'un avion
Lufthansa. Voilà, c'était il y a quelques années maintenant, mais et pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et il sera avec nous demain pour nous raconter ce boxeur sur France Maghreb 2, donc témoignage en vue demain dans cette émission avec Audrey Pronosti et vos appels, vos avis sur le sujet du rapatriement de femmes et d'enfants. Le Quai d'Orsay a en effet annoncé hier rapatrier 50 enfants et 15 femmes, donc, et faisant donc du cas par cas concernant le sort à donner à ces réfugiés. Alors beaucoup sont contre, ces réfugiés, pardon, c'est français, c'est pas des réfugiés, c'est français qui sont partis combattre auprès d'une organisation terroriste en Syrie en 2013, 2014 et 2015. C'est là qu'a eu lieu, en tout cas, le gros départ massif. Et avec ce qu'on a connu, évidemment, cette année noire 2015 en France, ces attentats janvier à l'Hypercacher et à Charlie Hebdo. Et évidemment les attentats du 13 novembre au Bataclan, sur les terrasses de café à Paris et au Stade de France. Oui ou non, faut-il ou pas les rapatrier? Que faut-il en faire? Faut-il traiter les femmes de la même manière que les hommes? Alors les hommes, la question ne se pose pas. Pour l'instant, il n'y a pas de rapatriement d'hommes en vue, d'après nos infos. Et les enfants, que faut-il en faire? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et ça fait débat. Benny est avec nous d'Orléans, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Alors bon, moi j'ai tout vu. Franchement, ils n'ont rien à faire ici. Il faut les laisser là-bas. Ils ont fait du mal, ces gens-là. À cause d'eux, il y a des parents qui sont morts, des enfants. Ils font du mal dans le monde entier. Il n'y a pas qu'en Syrie, en Irak, en Afrique, au Mali, en Algérie. Combien d'enfants l'époque décennale? Et ils font du mal. C'est des terroristes. Il faut les enfermer. Et s'il y a peine de mort de style, et qu'il leur donne la peine de mort. Ils sont malades. Ils commencent à dire oui, c'est pas de leur faute, il faut les ramener, je sais pas quoi, c'est quoi des histoires. Ils ont fait du mal. Ils sont pas partis voler une bouteille de limonade ou un gâteau. Ils sont partis tuer. Alors tuer ou l'intention, ouais. C'est grave. Ouais. Merci Benny en tout cas pour ton avis tranché pour le coup, qu'on entend, je dois dire, assez régulièrement dans les médias et de la part des Français. Concernant cette problématique, comment doit agir la France, c'est toute la problématique. Oui, parce que en fait, clairement, c'est important. Moi, je veux juste rebondir sur les propos de Mehdi, l'auditeur d'avant. C'est pas si évident que ça de dire oui, c'est des femmes, c'est des enfants. On a tendance à oublier, et c'est très très bien, Christophe, que tu aies rappelé tous les dégâts qu'il y a eu. Alors maintenant, effectivement, moi j'avais écouté des témoignages de femmes qui étaient parties dans une naïveté totale, mais vraiment absolue. Elles cherchaient un autre mode de vie. Elles se disaient de façon complètement naïve qu'elles pourraient vivre leur religion et leur foi. Et une fois arrivées là-bas, elles se sont rendues compte que c'était pas ce qu'elles s'attendaient en fin de compte. Et ces femmes-là, j'ai tendance à me dire que ce sont des femmes qui sont complètement perdues. Par contre, les femmes qu'on a pu voir prônant la haine avec des armes à la main et en étant très claires sur les intentions. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est des femmes que elles ne sont pas violentes et qu'elles ne peuvent pas commettre l'irréparable. On a quand même connu des femmes qui se sont fait exploser, notamment en Tunisie. Je sais plus. C'était en quelle année? Je crois que c'était non, pas en 2015, c'était un peu plus tard que ça. Non, les femmes, ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles sont plus douces. Donc il y a des femmes qui étaient vraiment engagées. Et là, effectivement, le problème se pose concrètement. Et là, je rejoins par contre l'avis du dernier auditeur. Je ne me rappelle plus de son prénom. Kamel est avec nous, il nous appelle de Paris. Bonjour Kamel. Oui, bonjour. Bonjour Kamel. Parle bien devant ton téléphone, mon Kamel. Quelle est ta position sur ce sujet, mon cher Kamel? Alors, pour moi, il y a ce sujet, plusieurs sujets dedans. Le premier, celui des enfants. Je pense que les enfants, eux, ils sont pas concernés par ce qui se passe. Souvent, ils sont emmenés par des parents ou alors ils sont nés là-bas. Ouais. Et donc, eux, pour moi, il n'y a pas de question. Il faut les rapatrier. Comme j'entendais une dame, il y a pas longtemps, d'une association qui suivait une gamine de 12 ou 15 ans avec ses deux petits frères qui avaient perdu son père, sa mère, et qui se retrouvaient dans des camps là-bas, tout seul avec ses deux petits frères et sœurs. Bon, dans ce cas, le Quai d'Orsay n'a pas voulu les rapatrier. Donc, dans ce cas-là, il y a des questions à se poser.
Et ensuite, pour les femmes, je pense que la loi, c'est la loi, quoi. Les gens qui partent à l'étranger et qui vont commettre des meurtres sur des gens ou des tortures, je pense qu'il faut que la justice fasse son travail. Maintenant, pour revenir sur ce que disait le docteur tout à l'heure, et je pense qu'il y a un parallèle quand même avec l'Ukraine, c'est qu'en Ukraine, il n'y a pas non plus que des réfugiés, et ça, c'est des réfugiés, il n'y a rien à dire là-dessus, les réfugiés sont des réfugiés. Mais hier, il y a un combattant français qui est mort, donc là, ces combattants français qui sont là-bas, qui vont être jugés pareil en revenant, parce que en Ukraine, lorsqu'ils lancent une roquette et qu'elle tombe sur une habitation, qu'elle soit russe, ukrainienne ou ce qu'on veut, ça reste quand même des civils. Enfin, Ouais, effectivement, donc, c'est... les combattants français, est-ce qu'ils sont considérés comme des djihadistes ou est-ce qu'il y a un passe-droit pour le djihadisme blanc? C'est ça ma question. Ouais. Ça, c'est Kamel. intéressant. Merci, c'est intéressant en tout cas cette question, mon cher Kamel. Je sais pas ce qui se passe dans mon téléphone, il y a une espèce de ronflement, là, Oui. c'est horrible. Oui, oui. Je vous dis direct. C'était difficile Ouais. d'entendre les propos. 01 40 33 9000 les enfants pour donner votre avis sur le sujet. Faut-il ou pas rapatrier ces femmes et enfants de Syrie? Le Quai d'Orsay, on en a déjà rapatrié quelques-uns et là un nouveau chiffre a été annoncé hier. Un peu d'ailleurs en catimini, 50 enfants et 15 femmes sont concernés par ce retour et je vois que les avis sont très partagés sur le coup. 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour, c'est Amadou de Grenoble, Christophe, bonjour. Salut Amadou de Grenoble, comment ça va? Bonjour. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe Amadou? Quel est ton avis là-dessus? Mon avis là, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de les assigner comme quoi une religion, ils sont le droit français, normalement s'ils sont français, ils ont la nationalité française, c'est le droit politique, l'ordre politique, le droit politique, le droit civique citoyen qui devrait rapatrier à leur pays, faire le jugement à eux. Donc effectivement, ces citoyens français, c'est-à-dire quoi? Il est né en France, il est français, donc la justice française doit trancher ça. Si les enfants, comment dire, l'État, le gouvernement, il doit s'occuper de ces enfants, les enfants français. C'est pas une religion. La guerre de l'Irak. La guerre de l'Irak, les chrétiens irakiens, ils ont été accueillis par les chrétiens français. La religion est à part. Un ordre religieux, un ordre politique. Une bonne continuation à vous. Merci Amadou pour ton avis depuis Grenoble. 01 40 33 9000 sur ce sujet très tranché. Vos avis évidemment partagés, on le voit en tout cas. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, ton prénom? Allô? Oui, ton prénom? Bonjour. Allô, bonjour, ton prénom? Farid. Bonjour Farid, tu nous appelles d'où Farid? Je vous appelle d'Orly. Farid Vous avez d'Orly. appelé sur ce sujet-là et moi le seul problème que j'avais eu c'était de savoir qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces enfants-là, comment on les protège, comment on les remet dans la vie parce qu'aujourd'hui ils sont dans une détresse. Et j'ai entendu ce matin le magistrat qui s'occupe de ce rapatriement. Et j'étais très surpris qu'il y a tout un process autour de ces enfants-là et des mamans qui est assez intéressant. Et je pense que aujourd'hui, si ce process-là est installé, il faut tous les rapatrier parce que le lavage de cerveau, il continue en fait. Et demain, ça peut être des kamikazes de demain et il faut vraiment les rapatrier, les aider à survivre de leur traumatisme. Et pour moi, c'est primordial. C'est un point de vue très intéressant aussi, effectivement, mon cher Farid, et merci de l'avoir donné ici sur France Maghreb 2 depuis Orly au 01 40 33 9000. Et c'est peut-être préférable aussi, Audrey, quel que soit ce qu'ils ont fait. Et je parle là des femmes, puisque les enfants, évidemment, on ne peut pas les incriminer, évidemment, hormis le fait peut-être d'essayer de les sauver, eux qui ont grandi dans un contexte de violence, de haine, etc. Je pense que la question ne se pose même pas pour les enfants, mais pour les femmes, il est peut-être préférable de les avoir quand même ici, de les juger ici, de calmer l'hémorragie, je veux dire. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je te rejoins là-dessus parce que
bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui pensent que voilà, la France n'a pas à prendre en charge ces femmes-là. Il n'empêche qu'une fois qu'on les a sous la main, c'est quand même mieux. Voilà, c'est quand même vraiment mieux. Moi, voilà. Ouais. On peut dire Samir, ce qu'on veut. il nous appelle d'Orléans, 102.6 la fréquence. Salut Samir. Oui, salut Christophe. Bonjour Samir. Donc la réponse est simple, mon cher Christophe, c'est pour les enfants, oui. Bah après c'est avec certaines conditions, quel âge. Parce qu'un oui, à enfant partir qui a de quel âge, 10 ans, effectivement. Je sais pas, 11, 12 ans, donc il se rappelle très bien de sa maman. Donc s'il arrive ici, donc vous imaginez quand il sera grand, bah, il certainement va chercher sa maman, Mais il revient. Donc il y a beaucoup de conditions. À mon avis, il y a beaucoup de conditions à mettre pour rapatrier que ce soit les enfants ou les femmes. Pour les mamans, c'est au cas par cas. Donc, est-ce qu'elle a été en brigadier? Est-ce qu'elle a été victime? Est-ce que, après, pour celles qui sont parties avec leur propre gré et parce que c'était un choix pour elles, je suis désolé, qu'ils restent là-bas. Très bien, mon cher Samir. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel depuis Orléans. C'est partagé finalement. Ouais. C'est vrai qu'on voit là toute la complexité du sujet finalement. Bien sûr, mais c'est pas évident. Je veux dire, le fait déjà de prendre en charge ce genre de personnes, on va dire oui, on leur paye quand même la prise en charge carcérale. Enfin, moi j'ai vraiment entendu de tout. Maintenant, moi je reste convaincue qu'il faut mieux les avoir sous la main pour mieux les contrôler. Certes, la justice française est beaucoup plus clémente qu'en Syrie. Il n'empêche que après, ces enfants, quand ils vont grandir, ils vont avoir envie de les rencontrer. Leur mère, c'est logique. Maintenant, faut qu'elles restent incarcérées. Et puis, en plus, le fait de les avoir sous la main, ça peut aussi être source de renseignements. Ouais. On va pas se mentir. Alors, Pascal est avec nous et pour terminer sur ce sujet, Pascal de Paris, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Je t'appelais pour le sujet, bonjour. Je me disais, je disais que pour les enfants, comme il a dit la personne précédente, oui, ça dépend de leur âge, mais qu'ils doivent, par contre, un bon suivi par un psychologue ou un psychiatre. Bien sûr. Parce que c'est des choses qui sont choquantes. Bien sûr. Et pour les femmes, le problème, c'est que même s'ils devaient être condamnés ici, le problème, c'est que ici, en France, les condamnations, c'est pas, ça met du temps, ça met. Ouais. Oui, mais là, on peut pas. Les gens qui ont voulu partir là-bas, ils étaient consentants. Et après, s'ils ont été obligés. Ça dépend les cas. De toute façon, quand elles sont rapatriées, faut savoir qu'elles sont incarcérées directement. Il n'y a pas débat. D'où la politique de la France de faire du cas par cas. Merci beaucoup Pascal et merci à tous d'avoir participé sur ce sujet. Dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2, les pires et meilleurs moments de la télé. On fera un petit tour par le Conseil de Paris, c'est la cour de récré. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et en direct pour cette émission avec Audrey Pronesti aujourd'hui. Voici le zapping sur France Maghreb 2 avec le petit jingle. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable enfin votre attitude. Mais enfin ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? Alors dans le zapping aujourd'hui un petit tour, c'est cette semaine d'ailleurs Nicolas Janotek qui est venu la semaine dernière, on en a parlé, le Conseil de Paris depuis hier et pendant 4 jours et c'était attendu l'échange musclé entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Vraiment ce Conseil de Paris ressemble plus à une cour de récréation, écoutez. Et sans plus attendre et avec tout le suspense qui se doit,
la parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection, encore à la dernière élection. Et je lui donne la parole. Merci Madame Rachida Dati. À vous, la parole. Trop drôle. Merci. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Hein. Voilà. Ça c'est votre bilan. Voilà, même dans le 11e, ça fait 20 ans que vous perdez toutes les élections, c'est vraiment dommage pour vous. Votre nom, toujours battu sur votre nom. Ça vous collera à vie. Voilà, quand vous finirez votre mandat. Mes chers collègues, je préfère ceux qui me collent à vie que ceux qui vous collent à vie. Ah, ça fait mal, hein? Ah, on s'en remet pas. Hein. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire très très mal. Je le sais. Et dans l'avenir, ça va vous faire encore plus mal. Nous, on est là. Vous étiez à Abidjan. Et moi, je suis là. En Arménie, vous êtes partout, sauf à Paris. Donc voilà. Là, on va vous ramener. Alors là, vous allez descendre sur terre. C'est difficile pour vous d'aller dans ces endroits-là, surtout en Arménie. Vous allez descendre sur terre. Donc, Madame Hidalgo, vous allez descendre sur terre parce que là, les réalités vont vous rattraper. Franchement, c'est... Ouais. Non mais bon, de toute façon, l'éternel guéguerre, moi ça me fait rire. Enfin, de compte, rire, c'est plutôt cynique, quoi. Je veux dire, clairement, on a affaire régulièrement à ce genre d'échange, quoi. Je veux dire, c'est pitoyable. C'est pathétique, voilà, ouais. C'est exactement. Ouais, franchement. Alors, dimanche soir, Capital consacrait une émission au vol low cost pour celles et ceux qui veulent prendre des avions pas chers pour pouvoir se rendre dans les différentes destinations à travers le monde pour les vacances. Sauf qu'il y a des arnaques à éviter et à savoir. Écoutez. Si la longueur entre les sièges est dans la moyenne, avec ses 82 cm, la largeur, elle, a été réduite de 45 à moins de 43 cm. Une façon d'optimiser le remplissage. Alors que dans un A350 d'Air France, chaque rangée compte 9 sièges, French Bill, lui, en a casé 10. Grâce à cette stratégie, la compagnie peut vendre 87 sièges de plus qu'Air France pour le même avion. Mais la palme de la surtaxe la plus chère, c'est la faute de frappe. En faisant sa réservation, ce passager a fait une petite erreur. Il a mis 2 fois son prénom. Messieurs, dames, il y a un changement de nom à faire sur une personne, c'est ça? Oui. C'est Olivier? Oui, Olivier, moi, pas mon nom de famille. C'est 160 € un changement de nom. Non, mais attendez, il n'y a pas de changement, ça a rajout de nom, parce que j'ai pas mis nom de famille. Alors moi, j'ai Olivier, d'accord? Sur 160 € pour une heure, en même temps, c'est abusé. Stupéfait, le père de famille doit débourser 160 €, auquel s'ajoutent 275 € parce qu'il n'a pas enregistré les 5 passagers. Là, ça ferait un total de 435 €, mais c'est bien ce que je comprends. C'est abusé. C'est incroyable quand même, hein. Je vais même encore aller plus loin. C'est anecdotique, mais un ami m'a raconté qu'une fois, il s'était trompé. Il avait mal orthographié son prénom et son nom de famille, pardon. Et pour le coup, il a carrément dû racheter un billet. Donc, moi, je suis pas étonnée d'entendre ça. Faites super gaffe lorsque vous incroyable. prenez des compagnies low cost et que vous remplissez les informations. Faites bien attention parce que ça peut vous rapporter, ça peut vous coûter très cher par la suite. Pour le coup, exactement. Ouais, et il faut faire attention aussi au prix de départ, au prix d'attraction, j'ai envie de dire, parce que quand vous cliquez un peu, bah ça, il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Bah oui, il y a le prix de départ et puis après il y a les assurances et puis il y a tout un tas de, il y a tout un tas de choses et puis alors surtout aujourd'hui, moi je vous conseille de prendre des assurances parce que entre les annulations et puis ça dépend si tu es titulaire d'une carte Visa carte bleue, t'as pas besoin de prendre une assurance Covid par exemple, c'est compris dedans. Pas forcément. Moi personnellement, j'ai pas pris le risque. Renseigne-toi auprès de ta banque, tu verras. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui insulte une partie de l'opposition, c'est Gérald Darmanin hier matin sur RMC. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est finalement pas la composition gouvernementale, mais est-ce que nous sommes capables, nous, de tendre la main aux oppositions? Il y a des gens à gauche capables de construire avec nous, il y a des gens à droite capables de construire avec nous, et notamment au Sénat. Est-ce que si on présente des textes pleins de bon sens et avec l'esprit de compromis, ce qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que cette main tendue sera serrée par nos adversaires, qui ne sont pas nos ennemis? Voilà. Le Front National et la France Insoumise est notre ennemi. Les LR ou les socialistes sont nos adversaires. Et je pense qu'en démocratie, ça compte, cette distinction. RN,
et LFI sont vos ennemis. Pour le coup, vous utilisez le mot ennemi. C'est des ennemis, bien sûr, moi je les respecte en tant que parlementaire, et ils voteront ce qu'ils souhaitent, et tant mieux s'ils votent les textes du gouvernement, mais on n'a pas à discuter, à négocier avec le Front National ou avec la France Insoumise. Le RN qui se donne beaucoup de mal pour tenter de montrer qu'ils sont prêts à, en tout cas, ne pas bloquer le gouvernement. Ils ont déjà annoncé qu'ils ne signeraient pas la motion de censure de la NUPES demain. Mais nous verrons bien. Malheureusement, on a vu déjà que sur l'IVG, les mauvais démons du Front National remontaient à la surface. Donc, vous savez, il n'y a pas encore eu une séance à l'Assemblée nationale où le gouvernement a proposé un seul texte. Donc ne faisons pas le procès avant de voir arriver le débat. Ne crions pas avant d'aller chez le dentiste. Voilà. Pardon pour les dentistes, évidemment, il y en a des formidables et qui ne font pas mal du tout. Donc voyons la séance à l'Assemblée nationale, voyons les textes que propose la Première ministre. Et sur ces textes, plein de bon sens et avec l'esprit de compromis du gouvernement, je comprends que les oppositions aient envie de voir si vraiment on a l'esprit de compromis. Donc il faut qu'on soit humble également. Moi, en tout cas, c'est avec cette humilité que j'irai voir les députés et les sénateurs des oppositions pour construire avec eux les textes pour la sécurité de demain. Personne, je crois, ne comprendrait, à commencer par leurs électeurs, qu'ils refuseraient cette main tendue. Alors voilà, donc Gérald Darmanin, c'est très clair. Hein. Oui, mais bon, de toute façon, il n'a pas franchement le choix. Ils sont obligés de montrer patte blanche. Et donc, on rappelle, la France Insoumise et le RN sont leurs ennemis, et le Parti Socialiste et les LR, leurs adversaires. Bon, je sais pas si c'est bien vu tout ça. Allez, dans un instant, le quiz. Un auditeur 01 40 33 9000 pour venir affronter Audrey Pronosti. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous. Demain, ne pas louper l'émission demain avec Ben & Co que vous avez certainement suivi sur Insta, sur YouTube. Il est parti en Algérie et en Tunisie. Il a traversé beaucoup de villes. Il racontera un petit peu ce qu'il a vu, les habitants, enfin voilà, son voyage en Algérie et en Tunisie. Il nous en reparlera demain à Ben & Co sur France Maghreb 2 et le boxeur aussi qui sera avec nous, qui avait empêché le détournement d'un avion Lufthansa, je crois, qui sera avec nous demain entre 16h et 18h. Le LGF avec maintenant le quiz sur France Maghreb 2 qui oppose Audrey Pronosti qui est fidèle au poste depuis tout à l'heure. 16h, journaliste à La Belle Histoire qui est par téléphone et qui va affronter Audrey Pronosti. Ça va, La Belle Histoire ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, Mam. Tu es dans les transports, Mam ? Je suis dans les transports, en direct de Palais Royal, musée du Louvre. Très bien. On t'entend pas bien, mais alors par contre, j'étais sûr que c'était toi qui allais appeler. Comment ça se passe la grève, Mam ? Alors écoute, ça se passe de façon assez catastrophique, c'est pour ça que je prends un itinéraire bis. Très bien. Bon, merci. Ça me donne à quelle sauce je vais être mangé dans quelques instants. Très bien. Alors, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Le quiz qui fait son retour après quelques jours d'absence, je dois le dire, par une émission qui a été un peu perturbée. Donc, du coup, c'est un quiz qui date du 1er juillet. Ah. Bah oui, on va pas. Ouais. Donc mes questions en rapport avec le 1er juillet, en tout cas pour ce qui est de l'éphéméride. À cause de mes chroniques. C'est ça, à cause de toi, La Belle Histoire. Effectivement, tu as bien répondu. Du coup, je cherche la naissance d'une radio en 1943. RMC. Oh. Absolument, qui s'appelait à l'époque Radio Monte Carlo. Aujourd'hui, RMC. Effectivement, RMC Info même, je crois. Voilà, bonne réponse de La Belle Histoire. Bon anniversaire à nos confrères d'RMC. Redoutable. Deuxième question. Quand aura lieu l'Aïd el-Fitr ? Ce week-end, samedi, dimanche. Samedi, c'est La Belle Histoire qui l'a dit avant. Hein ? Oui. Mais tu rigoles ? Non, je te jure. Ah bon. J'ai des bonnes oreilles. Je suis bonne joueuse, parce Ouais. que moi j'ai dit. Samedi, parle bien fort dans ton téléphone, La Belle Histoire. Hein. Ah bah je ne peux pas faire mieux. Bon, très bien. En tout cas, 2-0 pour Mam. Attention, troisième question. Qu'est-ce qui a été instauré en 1971 à Paris pour les voitures ? Le stationnement payant. Oui, Ah. le stationnement payant. Un 1er juillet 1971. Mais il est trop rapide. Bonne réponse. Quatrième question. Quel diffuseur a remporté 100% des droits des compétitions européennes de foot ? TF1 Being Sport. Non. Canal+. Oui, Ah, jusqu'en j'avais- 2027. C'est Canal+. Bonne réponse. Attention, 2008. Quel président français accède à la présidence
de l'Union Européenne, Sarkozy. Bonne réponse. Alors attends, 2 secondes. Là, pour ma défense, j'écoutais pas ta... Ah bah ouais, mais j'ai non, pas non, rien, moi. tu sais pourquoi? Parce que je lisais la réponse de Tarek Mami qui Oui, mais disait... Tarek, arrête de perturber. Non, si, parce qu'il a expliqué que tu as dit l'Aïd el-Fir, alors que c'est pas l'Aïd el-Fir. C'est l'Aïd el-Adha. Pardon. Donc, ouais, ça va. Donc, point annulé. Non, mais vous êtes Et des malades. point annulé. Et cette question-là, j'étais pas concentrée. Donc, je veux bien accepter Ok, de bonne si joueuse. tu veux, je l'annule. Alors, on annule le point. On annule le point. Il s'agit bien de l'Aïd el-Adha ou l'Aïd el-Kibir, bien sûr, qui aura lieu ce samedi 9 juillet. Merci. 6e question. Ouais. Qu'est-ce qui disparaît depuis le 1er juillet dernier et qui a duré près d'un siècle après sa création, faute d'utilisateurs suffisants à l'ère du numérique? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui a disparu le 1er juillet dernier? C'est oui, le fameux appel téléphonique avec l'horloge parlante. L'horloge parlante est une Alors là, excellente pour le coup, réponse. j'ai pas de regret. La parce belle que... histoire. L'horloge parlante qui a été créée et qui a duré un siècle pratiquement et qui a disparu faute d'utilisateurs aujourd'hui à l'ère du numérique et qui n'existe plus aujourd'hui. Dernière question. Quel pays devient en 2013 et le 1er juillet donc le 28e membre de l'Union Européenne? La Hongrie La Turquie, mais non, pas encore. Non. 28e membre de l'Union Européenne. J'aurais dit la Hongrie aussi. Non, ce n'est pas l'Albanie. C'est pas loin. La Roumanie. Ce n'est pas la Roumanie. La Biélorussie. Ce n'est pas loin. L'Autriche. Ce n'est pas l'Autriche. Ce n'est pas loin du tout. Ouh, mais je sais que... La République tchèque. Ce n'est pas la République tchèque. La Slovaquie. Bah non, Ce n'est pas la Slovaquie. Le Danemark, il y est déjà. Je sais pas moi. Bah ouais, là. La Lettonie. Non. Chypre. Non. Le 28e membre de l'Union Européenne en 2013. Malte. Non. Non, Malte. De la Navis, quand même pas. Non, non, c'est plus haut, c'est... Non, mais c'est collé à... C'est collé à... C'est l'Autriche, la Tchécoslovaquie. Slovénie, Autriche-Slovénie, c'est par là, quoi. Tchécoslovaquie, Slovénie... Non, j'ai dit la Slovénie, c'est pas... Bosnie. Non, ce n'est pas la Bosnie. T'as dit c'est pas la Biélorussie, c'est pas... Non. L'Azerbaïdjan. Non. L'Azerbaïdjan, c'est en Asie mineure. Bah oui, n'importe quoi. Donnons-moi la première lettre. Bah un C. Si. Oui. Alors là, c'est... Eh bien, c'était la Croatie. Oh là là. Voilà. Victoire incontestable de la belle histoire aujourd'hui. Ouais, bravo. Bravo. Bravo la belle histoire. Merci pour ton appel et bon courage pour rentrer à la maison ce soir. Yes. Yes. Et sachant que a priori c'est reparti pour demain. Hein. Bah alors bon courage. Ouais, voilà. Bon courage. Merci beaucoup Maudrey. Rendez-vous très vite et bonnes vacances très vite, à toi. Ouais. Tu t'envoles pour Istanbul. Yes. Voilà. Security Run, comme on dit. Salut à tous, bonne soirée, à demain. À bientôt. Ciao, ciao, il est pile. Et sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester. 18h.